Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel hors-série consacré à l'Union européenne. Après une pause, je me suis dit que l'imminence des élections européennes était la bonne occasion pour publier un nouvel épisode. Dans la précédente vidéo, je vous retraçais l'histoire de la construction européenne. Aujourd'hui, je vous propose une présentation des différentes institutions européennes, dont le Parlement européen, qui sera prochainement renouvelé. Le but de cette vidéo est plus de vous faire un exposé clair et concis qu'un approfondissement de chaque institution. Cela dit, je ne m'interdis pas un jour d'effectuer une vidéo détaillée d'une institution en particulier. Si comme moi vous trouviez que l'Union européenne est une usine à gaz assez inaccessible, eh bien vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti pour mieux comprendre. D'ores et déjà, je vous rappelle que l'Union européenne est une organisation internationale regroupant des États européens par traité juridique. Dès l'origine, l'objectif essentiel de cette association était la mise en place d'un marché commun. À y regarder de plus près, on a tôt fait de constater que l'Union est une organisation atypique, ne serait-ce qu'en observant son architecture institutionnelle. En effet, nous avons 4 institutions élémentaires. Le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la fameuse Commission européenne. Avec ces 4 organes, nous avons ici l'essentiel des acteurs politico-juridiques. Tout ce petit monde est néanmoins assisté par d'autres institutions d'importance, dont vous avez probablement déjà eu vent. La Cour de justice de l'Union européenne, que l'on appellera CJUE par commodité, la Banque centrale européenne, que l'on nommera BCE par simplicité, et la Cour des comptes européenne. À ce jour, toute cette machinerie fonctionne grâce à 60 000 fonctionnaires européens et autres membres du personnel, pour environ 450 millions d'Européens, ce qui est peu selon moi. S'agissant du cadre juridique, l'articulation entre les diverses institutions est instaurée par la superposition de plusieurs traités fondamentaux évoqués dans la vidéo précédente. Chronologiquement parlant, il s'agit d'abord du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, ex-traité de Rome, puis du traité sur l'Union européenne, le TUE, ex-traité de Maastricht. Depuis 2007, ils sont tous deux complétés par le traité de Lisbonne. Pour que le panorama institutionnel soit clair, voici comment nous procéderons. Je vais dans un premier temps vous exposer brièvement chacun des organes cités, puis dans un second temps je vous expliquerai rapidement comment tout ce petit monde se coordonne, s'articule. Puisque j'annonçais en premier le Parlement européen, je vous propose de démarrer avec lui. Le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne. Ses membres, les députés, sont élus au suffrage universel direct tous les 5 ans. Il y en a actuellement 705 et le nombre total ne peut dépasser 750 plus le président. Nous passerons bientôt à 720 eurodéputés au sein du Parlement. Son ancêtre est l'Assemblée de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Les premières élections directes ont eu lieu en 1979. Le nombre de députés européens dont dispose chaque État membre de l'Union européenne est proportionnel à sa population. Mais aucun pays ne peut avoir moins de 6 ou plus de 96 députés. Au sein du Parlement, les députés sont regroupés selon leur affiliation politique et non par nationalité. Aussi est-il important aux élections de voir avec qui votre candidat favori va s'associer à l'échelle européenne. Les compétences et pouvoirs du Parlement européen se sont étoffés au gré de la construction européenne. Jadis un simple organe consultatif, ses prérogatives sont aujourd'hui tout autres. Le Parlement adopte la législation de l'Union de concert avec le Conseil de l'Union européenne. Il est de ce fait co-législateur, mais sur la base des propositions de la Commission européenne.
Ce dernier point est très important. Il examine le programme de travail de la Commission et peut l'inviter à présenter des propositions législatives. S'il ne possède pas d'initiative parlementaire au sens strict, chose surprenante pour une chambre législative, il élit néanmoins le président de cette commission et approuve la commission en tant que collège. Chambre parlementaire oblige, le Parlement exerce un contrôle démocratique sur les institutions de l'Union. Il peut ainsi voter une motion de censure à l'encontre de la Commission, obligeant de ce fait l'équipe qui la compose à démissionner. Donc nous restons quand même dans les canons d'une chambre législative. Le Parlement peut aussi se prononcer sur les accords internationaux et sur les éventuels élargissements de l'Union européenne à d'autres pays. Il examine également les pétitions des citoyens et lance des enquêtes en cas d'infraction ou de mauvaise application du droit communautaire. Concernant les pétitions, elles doivent porter sur tout sujet relevant des compétences de l'Union. Pour en présenter une, il convient d'être citoyen d'un État membre de l'Union européenne ou seulement de résider dans l'Union. Les entreprises et autres organisations doivent y avoir leur siège. Point important, le Parlement européen établit conjointement le budget de l'Union avec le Conseil de l'UE, sur la base d'un projet de budget préparé par la Commission européenne. De plus, le président du Parlement, élu pour 2 ans et demi, le représente vis-à-vis des autres institutions de l'Union et du monde extérieur, et il valide en outre le budget de l'Union. Il dirige aussi les débats en séance plénière et veille au respect du règlement parlementaire. Lors des sessions plénières, tous les députés européens se réunissent dans l'hémicycle pour procéder aux divers débats, ainsi qu'au vote final. En principe, elles se déroulent à Strasbourg, mais il peut y en avoir occasionnellement à Bruxelles. Le Parlement compte 20 commissions et 3 sous-commissions qui traitent chacune d'un domaine particulier. Ces commissions préparent la législation et examinent les propositions législatives. Les eurodéputés et divers groupes politiques peuvent présenter des amendements ou décider de rejeter une proposition. 23 membres au minimum sont requis pour former un groupe. Les élus ne faisant partie d'aucun groupe figurent au compte des non-inscrits. Le Conseil européen regroupe les dirigeants des pays membres de l'Union, le président de ce Conseil, ainsi que le président de la Commission européenne. Le but est de définir les priorités politiques de l'Union européenne, en principe au cours de sommets trimestriels. Ils sont convoqués par le président de ce même Conseil européen, élu par ses membres, et ce pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une seule fois. Le président représente l'Union dans le monde et anime les travaux de l'institution. En bref, retenez que Conseil européen égale clan des chefs des pays membres. S'il définit les grandes orientations politiques, le Conseil européen n'exerce cependant pas de fonction législative. Donc l'idée, c'est que ce club traite les questions complexes, comme la politique étrangère ou la sécurité commune, thématiques sensibles qui ne peuvent être résolues à un niveau inférieur de coopération entre États. Le Conseil européen sert aussi à désigner et nommer les candidats à certaines hautes fonctions de l'Union européenne. En outre, le Conseil européen peut demander à la Commission européenne d'élaborer une proposition législative. Quoi qu'il en soit, les décisions sont prises par consensus et dans certains cas à la majorité qualifiée. Seuls les chefs d'État ou de gouvernement peuvent voter. À côté du Conseil européen existe le Conseil de l'Union européenne, souvent simplement désigné comme étant le Conseil. Au sein de ce Conseil figurent en principe les ministres de chaque pays membre de l'Union européenne. Ils se rassemblent pour examiner, modifier et adopter des actes législatifs et pour coordonner leur politique. Il ne faut ni confondre le Conseil européen ni le Conseil de l'Union européenne, actuellement décrit, avec le Conseil de l'Europe, qui n'est pas un organe de l'Union européenne, qui lui est complètement étranger.
Le Conseil de l'UE négocie et adopte la législation de l'Union avec le Parlement européen sur la base, on le rappelle, des propositions présentées par la Commission européenne. Il peaufine également la politique étrangère et de sécurité de l'Union en se fondant sur les lignes directrices du Conseil européen. Enfin, il adopte le budget annuel de l'Union de concert avec le Parlement européen. La subtilité, c'est que le Conseil ne compte aucun membre fixe. Par exemple, si une réunion concerne les finances, seront convoqués chaque ministre des Finances de chaque État membre, tout simplement. Et pour simplifier le sujet de sa présidence, il faut retenir qu'elle est assurée pendant un semestre par un pays membre. Il s'agit d'une présidence tournante. Cette présidence tournante suit d'ailleurs un ordre de rotation préétabli. Plus précisément, si nous reprenons notre exemple, notre fameuse réunion relative aux finances sera présidée par le ministre des Finances du pays assurant la présidence du Conseil au moment de la dite réunion. Les décisions sont en principe prises à la majorité qualifiée, exception faite pour la politique étrangère et la fiscalité qui requiert un vote à l'unanimité. La majorité simple est quant à elle nécessaire pour les questions d'ordre procédural et administratif. Là où le Parlement et le Conseil de l'UE assurent un rôle législatif, la Commission européenne peut être vue comme l'organe exécutif de l'Union. Tout d'abord, c'est elle qui propose de nouveaux actes législatifs en situation de monopole, rappelons-le. La Commission établit par ailleurs le budget annuel qui doit être approuvé par le Parlement et le Conseil. Elle veille aussi à l'application correcte de la législation européenne dans tous les États membres de l'UE, en étroite collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. En outre, elle représente l'Union sur la scène internationale et en profite pour négocier les accords internationaux qui l'engagent. Il faut bien comprendre que les institutions de l'Union, et tout particulièrement celle-ci, fonctionnent à l'aide d'une armée de personnel tels que des économistes ou encore des juristes, répartis dans divers services spécialisés nommés directions générales. La Commission comporte une direction politique assurée par une équipe de 27 commissaires, soit actuellement un par pays membre. Cette direction est dirigée par un président qui décide de l'attribution des divers portefeuilles et responsabilités. Pour sa désignation, un candidat est proposé par les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen. Puis, ce candidat est élu par la majorité des eurodéputés. Le président définit l'orientation politique de la Commission, à charge pour les commissaires de se coordonner pour travailler et agir dans la même direction. Les décisions sont prises collégialement, en principe par consensus, mais elles peuvent aussi être adoptées à la majorité simple. Lors du vote, chaque commissaire dispose d'une seule voix. Une fois la proposition législative consolidée, elle devient officielle et est transmise au Conseil et au Parlement pour examen. La Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, statue notamment sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l'Union, et s'intéresse au recours contre les institutions européennes. Elle peut aussi être saisie par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant engager une action contre une institution européenne, soupçonnée d'avoir porté atteinte à leurs droits. En outre, cette juridiction vérifie la conformité au droit de l'Union des divers actes adoptés par les institutions européennes. Enfin, la Cour de justice répond aussi à ce que l'on appelle des questions préjudicielles. Puisque les juridictions nationales, donc celles des États membres, doivent correctement appliquer le droit de l'Union, ce type de questions adressées à la Cour permet d'obtenir un éclairage sur la législation en vigueur lorsqu'il y a un doute. Au cours de ces interventions, la CJUE rend ainsi des décisions de justice nommées arrêts. Pour terminer sur cette institution, je précise qu'il ne faut pas la confondre avec la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, juridiction subtilement liée à l'UE mais qui poursuit une finalité différente que je ne détaillerai pas ici.
Retenez simplement que la juridiction par essence de l'Union est la CJUE. Maintenant, quelques mots rapides sur la BCE, la fameuse Banque Centrale Européenne. C'est cette institution qui gère la monnaie euro et qui met en application la politique économique et monétaire de l'Union européenne, en collaboration avec la Banque centrale de chaque pays membre. Elle gère par exemple les réserves des devises étrangères de la zone euro et veille à l'équilibre des taux de change. Elle supervise aussi la production de billets en euros par les pays de la zone euro et scrute l'évolution des prix sur le marché en visant leur stabilité. Je termine mon exposé avec la CCE, la Cour des comptes européenne, dont le rôle se rapproche de la Cour des comptes nationale. Une de ses missions élémentaires est de contrôler les recettes et les dépenses de l'Union européenne, afin de vérifier que les fonds sont adéquatement utilisés. À ce titre, elle contrôle les diverses personnes et organes qui gèrent ces fonds. Son activité est consignée dans un rapport annuel adressé au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Le Parlement décide ensuite, après examen du rapport, s'il approuve la gestion du budget de l'Union européenne par la Commission. La CCE publie aussi des avis préparés par des experts afin d'apporter un éclairage aux dirigeants et autres personnes intéressées, notamment sur les actes législatifs en maturation qui auraient une incidence financière dans l'Union. Cette transparence permet aussi de donner un crédit démocratique à celle-ci auprès des citoyens. Pour assurer l'efficacité de son action, la Cour agit en toute indépendance auprès des acteurs qu'elle contrôle. Et oui, c'est logique. Il lui est ainsi loisible de contrôler qui elle veut et ce, quand elle le veut. En guise de conclusion, je vous propose un survol panoramique des institutions pour comprendre le fonctionnement global de l'Union européenne. J'ai opté pour un schéma pris sur un site officiel qui nous servira d'exemple simplifié. On part du principe qu'il y a consensus tout au long du processus. Tout commence lors d'un banal sommet du Conseil européen regroupant les chefs des pays membres de l'Union. Là, divers objectifs et grandes orientations sont définis, comme atteindre X ou effectuer Y. La réunion se termine et, ultérieurement, la Commission, avisée de ce qui s'est dit au cours du sommet, se met à l'ouvrage pour élaborer la législation qui permettra d'atteindre X ou d'effectuer Y. En outre, elle propose le budget de l'Union. C'est ensuite que la proposition législative est conjointement examinée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne pour une éventuelle adoption. Dans notre exemple, nous partons du principe que tout est adopté, ce qui n'interdit pas au Parlement de maintenir une vigilance en contrôlant l'action de la Commission et, au besoin, de la renverser. La nouvelle norme rentre ensuite en application, tout comme le budget de l'Union qui est en cours d'exécution. Là, la Cour des comptes européenne contrôle la gestion du budget et la Cour de justice veille à l'application correcte de cette nouvelle règle législative à l'occasion d'éventuels différends qui lui seraient soumis à ce sujet. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair concernant cette galaxie européenne qui peut nous paraître obscure et lointaine. Pour rester informé de la publication des prochaines productions de la chaîne, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche sous la vidéo. J'ai d'ailleurs en projet d'entamer une nouvelle série d'épisodes, alors ce sera le bon moyen pour ne rien manquer. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à lui mettre un pouce vers le haut. Merci et à la prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oui. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà.